Donc, nous voilà rassemblés, 3 personnes, pour pouvoir discuter un petit peu des mouvements citoyens qui sont actuellement à l'œuvre encore dans le pays depuis pas mal de temps. Et donc, je vais te laisser te présenter, Benoît. Alors oui, moi c'est Benoît Lecam, donc je suis parti du mouvement des Gilets jaunes. Au départ, à l'époque, j'avais été nommé porte-parole sur Chartres, ce qui aujourd'hui n'a plus grand intérêt, vu l'évolution qu'on a pris dans le mouvement et qu'aujourd'hui on est un groupe, donc on marche de manière collective et donc le fait de porte-parole, entre guillemets, n'a plus trop lieu d'être au sein de notre mouvement à Chartres. Et donc nous on est assez actifs, hein, on a demandé les mêmes revendications, voilà, les mêmes choses ont été évoquées chez nous comme dans le reste de la France. Et on a passé tout l'hiver sur les ronds-points, on a été tous manifestés à Paris, j'étais encore ce week-end, et toujours de manière pacifique. Et on a toujours, nous, à Chartres, personnellement, fait en sorte que notre implication dans le mouvement soit constructible et aussi puisse apporter quelque chose à la fois de solide et tout ça dans des choses pacifiques et dans des termes plus ou moins respectueux avec l'ensemble des autres concitoyens. Merci. Et donc, Monsieur Tefard, si vous pouvez vous présenter succinctement. Oui, bonjour à tous. Merci Olivier de m'avoir convié à cette initiative, à ce dialogue. Après, on va dire, les événements des Gilets jaunes qui continuent également. Donc moi, je suis Fabien Goudfard, je suis député de la 2e circonscription de l'Eure, qui comprend la moitié d'Évreux et puis le centre du département, donc essentiellement rural. C'est mon premier mandat, je suis donc élu depuis 2 ans maintenant. Avant, je travaillais pour le ministère de la Défense. Et donc, assez naturellement, j'ai rejoint la commission de la Défense à l'Assemblée nationale. Voilà, je vis dans une toute petite commune, pas très loin d'ici, on enregistre à Verneuil. Et puis voilà, j'ai 2 enfants et une femme qui est professeure des écoles. Peut-être préciser votre étiquette politique, du coup. Et oui, bien évidemment. Ça allait de soi parce que dans l'Eure, il y a 5 députés, ils sont tous La République En Marche. Je suis La République En Marche. Et je dois dire que, effectivement, j'ai été aussi à l'origine de la création du mouvement, je ne sais pas, mais en tout cas de sa structuration dans le département, puisque j'étais le premier référent départemental de La République En Marche avant de devenir député. Très bien. Voilà. Donc la question en fait qui va se lancer, qui va un petit peu diriger tout ça, c'est ce mouvement citoyen qui a débuté donc en novembre de l'année dernière. Comment vous, au niveau personnel, vous le vivez? Allez-y, je vous en prie. Alors, bon, si on remonte la genèse, et ça c'est important de le faire effectivement du mouvement, moi je vais vous dire exactement comment je l'ai vécu, comment ça a démarré, même on va dire, dans ma circonscription, à côté de chez moi. Je me rappelle l'acte 1, on est un samedi de novembre. Acte 1, comme je l'ai dit, donc un samedi, moi je fais mes courses à ce moment-là, au Carrefour Market, à côté de Verneuil. Et je fais mes courses pour ma famille. Et puis quand je sors du supermarché, j'entendais la radio, mais je le constate, il y a un regroupement de ce qui va être des Gilets jaunes, un regroupement sur le rond-point, juste à côté. Il y en a plusieurs d'ailleurs autour de Verneuil. Et puis une voiture de gendarmerie, d'ailleurs, qui est là. Et ils sont à peu près 70, que je vois de loin, donc sur le parking du supermarché. Et puis je décide de poser mes cabas, et puis d'aller voir la voiture de gendarmerie pour me présenter et pour dire, voilà, je suis député de la 2e circonscription, je vais aller discuter un petit peu avec ces personnes. On entend parler du mouvement à la radio, c'est tout récent, mais voilà, vu qu'ils filtrent, on va dire, le rond-point, je vais y aller. Et puis, je vais discuter pendant 1 heure avec 70 personnes qui sont là à ce moment-là, pacifistes. Hein, ils filtrent, donc ils laissent passer les véhicules pour aller ou dans Verneuil ou au supermarché. Et il y a, je dois vous dire, parce que là je vais parler très franchement, il y a 3 messages qui sortent de ce premier rassemblement.
et qui vont être un peu structurants pour moi en termes aussi de perception. 3 messages que je vais interpréter, qu'on va retrouver, vous allez voir beaucoup, et qui ont aussi peut-être une tonalité locale. C'est-à-dire que je ne suis pas sûr qu'on retrouverait forcément les mêmes à Marseille ou par exemple du côté de Toulouse. Mais les 3 messages que je synthétiserais comme ça et qui étaient quand même repris et partagés par ces 70 personnes, c'était ces 3-là. Il y avait socialement de toute origine, il y avait, je me rappelle, des professeurs des écoles, il y avait des infirmières, il y avait des petits patrons, il y avait des gens au chômage, bien évidemment, etc. C'était, on a un problème de pouvoir d'achat, donc il y a trop de taxes. Au 10 ou 15 du mois, j'ai plus d'argent pour faire des courses. Le deuxième message, c'était il y a une désertification des services publics dans nos campagnes, des problèmes avec les maternités qui ferment, etc. Donc ça, c'est deux messages fondamentaux qu'on a entendus beaucoup, qui peuvent être contradictoires. Et puis le troisième message, je veux vous en faire part aussi, parce qu'il a été fort et il a été partagé, c'était il y a trop d'étrangers qui sont soignés dans nos hôpitaux. C'est aussi un message que j'ai entendu le jour-là. Je dis pas que... C'est pour ça que je vous dis que c'est aussi ce qu'on entend peut-être dans l'heure aussi, qu'on n'entendrait pas forcément au Rome. C'est les 3 messages que j'ai entendus ce jour-là. Et en fonction après des réunions, des rassemblements, des ronds-points que j'ai pu faire, ça a quand même structuré l'ensemble des messages qu'on a pu me faire passer pendant plusieurs mois. Et pour terminer, pour laisser la parole, ce que je pense de ce mouvement, c'est qu'il est important. Je pense qu'il a une base populiste. Populiste au sens où, et je le regrette par certains côtés, je pense qu'il y a 3 piliers. Le premier pilier, c'est de considérer que le peuple est homogène, et souvent les Gilets jaunes se réclamaient du peuple, et considéraient que il y avait une forme d'homogénéité des revendications, ce que je pourrais contester. La deuxième chose, c'était que pas de médiation nécessaire entre le peuple et la décision. Et ça, on pourra en reparler. Ça, c'est une chose très forte que j'ai vécue et que je regrette. C'est en fait ce rejet des élites. Moi, ça me rappelle un peu par certains côtés, parce qu'on aurait pu le vivre, on en reparlera. Ce que disait Staline après les massacres de Katyn, pas d'élite, pas de problème. C'est-à-dire que moi, j'ai sur des ronds-points, à Brionne, etc., on pendait l'effigie de Macron, etc. Bon, voilà. C'était aussi un mouvement anti-élite et un sentiment que moi, en tant qu'élu, je trahissais le peuple, par certains côtés. Et c'est la troisième composante d'un mouvement, on va dire, populiste, c'est justement qu'il y a une forme de malfaisance consubstantielle de la représentation. C'est-à-dire qu'on a un peuple qui est forcément bon et une représentation qui est forcément malhonnête ou corrompue, pas forcément financièrement, mais dans les idées, etc., qui trahit le peuple. Et ça, je l'ai ressenti souvent, ce mouvement anti-élite, etc. Moi, j'ai des collègues, même dans l'heure, qui ont été menacés sérieusement, etc. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose que je regrette. Voilà. Pour terminer, c'est un petit peu comme ça que j'ai ressenti les choses. Je pense que rien n'est fondamentalement... les choses sont apaisées aujourd'hui, mais je crois qu'effectivement, beaucoup de choses ne sont pas réglées. Ça, c'est important que je le dise. Les choses sont apaisées, mais pas forcément réglées. Et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en faire encore. Alors, oui, en effet, de toute façon, moi, le mouvement, personnellement, je l'ai vécu au départ comme tout le monde, mais c'est quelque chose, moi, que j'attendais, et je savais qu'il allait arriver depuis longtemps. Et déjà, on a eu plusieurs fois, quand même, la société civile qui a été mise à l'épreuve, notamment en 2005 avec le traité référendaire. Il y a eu la crise de 2008. Et ensuite, les élections de 2017, pardon, ont été un petit peu... à ce moment-là, il y a eu ce ras-le-bol général qui est survenu parce qu'on continuait toujours dans la même direction, en fait. Et que le peuple, aujourd'hui, alors, je ne vais pas dire, bien sûr,
une partie du peuple, ça peu importe. Vous dites par exemple populiste, beaucoup peuvent prendre ça pour une insulte, ou voire des fois c'est souvent affilié au secteur de l'extrême droite. Et en fait, populiste, c'est le peuple aussi. On n'est pas là... donc il faut s'approprier les termes et pas forcément les regarder de manière malfaisante, mais un populisme positif. Il y a pas, c'est facile de mettre derrière l'étiquette du FN ce côté populiste, parce que justement, nous, ça nous enlève cette légitimité-là en tant que peuple qui s'exprime aujourd'hui. Et le mouvement, au départ, a été des revendications très claires sur le pouvoir d'achat, sur la transition écologique, la hausse des carburants. Et voilà. Et aujourd'hui, en fait, ce que les gens voient, c'est surtout l'injustice. En plus, aujourd'hui, vous savez, les gens ont beaucoup plus de facilité à accéder à l'information. Ils voient très bien comment ça se passe dans les pays voisins. Alors, à chaque fois, on prend l'exemple de pays, mais eux savent aussi comment ça se passe dans les pays voisins. Notamment les prix de l'essence qui sont pratiqués ailleurs et qui sont parfois beaucoup moins chers. On parlait de désertification de services publics, toutes ces choses-là, mais aujourd'hui, voilà, c'est le vécu du quotidien. En fait, les Gilets jaunes, c'est un mouvement qui rassemble, et si on en fait un condensé, une synthèse, c'est l'expertise du vécu des gens qui s'exprime aujourd'hui. Malheureusement, ce qu'on regarde, on reste focalisé souvent sur les événements qui se passent le week-end, quand il y a eu, et souvent les débordements. Aujourd'hui, on a quand même un énorme problème dans ce mouvement, c'est que vous voyez, on arrive à se rencontrer, à se parler avec respect, bienséance, et malheureusement, aujourd'hui, il y a quelque chose qui se produit et qui nous empêche de faire ça de manière naturelle quand c'est à partir d'un moment dans un média. Vous voyez, aujourd'hui, il y a trop de désinformation, il y a trop de choses qui se passent qui ne devraient pas être possibles dans notre société et dans notre pays, normalement sur ce qui est utilisé. Et étant donné que vous êtes quelqu'un qui est assez proche de la défense, en plus, c'est très intéressant votre rôle par rapport aujourd'hui à ce qui est entrepris, ce qu'on appelle le maintien de l'ordre. Moi, nous, on a fait beaucoup de manifestations diverses et variées. On est même organisé, des déclarés, des non déclarés. On fait pas ça pour être en guerre ou quand vous disiez tout à l'heure des élus qui ont été pris à partie. Moi, à titre personnel, je suis contre ces choses-là. Toute forme de violence, quelle qu'elle soit. Vous voyez, après, on peut pas... c'est comme vous savez, dans votre domaine, dans les gens que vous côtoyez, il y a des gens qui se sont adressés à nous de manière inique et méprisante. Vous voyez, même, on peut en convenir, même le chef de l'État, je ne jetterai pas la pierre en plus, il y en a que ça a été assez discuté là-dessus. Il y a eu assez d'images sur tout ça. Il a eu des maladresses, même lui l'a reconnu. Aujourd'hui, le mouvement a évolué vers quelque chose de profond, parce que les citoyens aujourd'hui veulent quand même s'impliquer maintenant dans la société. On est dans ce système de représentativité, politique représentative, et les citoyens justement ne se sentent plus représentés et plus écoutés. Et il y a une partie des citoyens, mais tout le monde souffre. Après, tout le monde n'a pas on va dire, le privilège et la richesse de pouvoir manifester, de pouvoir revendiquer. Et justement, aujourd'hui, le mouvement des Gilets jaunes peut être décrié, peut être amoindri, on peut dire qu'il y a moins de monde qui se dissout, mais non, et on reste toujours énormément soutenu, parce qu'on demande juste de la justice, et des choses qui sont logiques, cohérentes, et qui devraient être évidentes, si on veut faire évoluer à la fois la société française et le monde dans lequel on vit vers quelque chose de beaucoup plus positif. Vous savez, j'ai juste une petite phrase comme ça que je dis souvent: si aujourd'hui on met si on mettait plus d'humains dans nos sociétés, peut-être que demain on vivrait dans un monde plus serein. Alors,
j'ai envie de rebondir sur l'évolution que vous regardez comme ça. Est-ce que pour vous, la trahison, quelque part, elle existe, et sous quelle forme elle se manifeste? Cette trahison que vous avez dit, que vous aviez l'impression que les gens se sentaient trahis sur les choses-là. Justement, c'est assez fort comme ressentiment, je pense, chez les Gilets jaunes par rapport à ceux qui les représentent. Mais pour tout vous dire, c'est pour ça que j'ai insisté dans ma présentation tout à l'heure pour vous dire que c'était mon premier mandat. Le paradoxe, et là je crois que beaucoup de Gilets jaunes ne mesurent pas, c'est que ce sont à peu près les mêmes causes qui ont amené au pouvoir le mouvement En Marche, que ce qui a motivé aussi en partie les Gilets jaunes. J'ai entendu l'autre fois à la télé Ingrid Levavasseur qui disait « Moi j'ai envie de créer un mouvement politique, mais qui partirait de la base, avec des gens qui auraient comme spécialité leur propre profession, en gros, et qui seraient des acteurs de terrain. » Mais je peux vous assurer, moi qui ai suivi Emmanuel Macron en 2016 au tout début, c'était le discours qu'on a porté. Et il est arrivé au bon moment, notamment parce qu'il y avait une forme de lassitude, vous savez, je ne vais pas refaire l'histoire, des partis traditionnels, etc., de la gauche et de la droite. Mais on avait exactement un discours. Et si ça a aussi marché, c'est parce qu'on portait cette idée qu'on allait amener, notamment à l'Assemblée nationale, des gens ancrés, avec les deux pieds ancrés dans la société. Donc quelque part que le pouvoir en place avait trahi. Avait trahi. Mais là où c'est le paradoxe, c'est que nous, le mouvement des Gilets jaunes, arrive, on va dire, 1 an et demi après notre arrivée. Peut-être, moi je le reconnaîtrais assez facilement, peut-être contrairement à vous, on n'a pas été nombreux à sentir les choses, parce que sinon on aurait fait certaines choses autrement. Mais, disons que ça soit aussi fort et puissant. Mais ce que je sais, c'est que dès la campagne présidentielle de 2017 et les législatives, on entendait déjà sur le terrain beaucoup de gens nous dire « il faut que ça change, et attention, vous serez le dernier recours, après qu'on ait, par exemple, un vote plus extrême ». Ça, c'est des choses qu'on entendait souvent. Donc c'était aussi en germe, mais pas forcément, personne ne pouvait s'attendre que ça se prenne cette forme-là. Mais ce que je veux dire, c'est que le paradoxe, c'est que la trahison, en gros, elle nous est renvoyée comme ça, en gros, vous, pouvoir en place, vous nous trahissez comme vous le faisiez avant, alors que nous étions encore 1 an et demi après, on est relativement nouveau. Et moi, ce qui était étonnant, c'est que moi je vivais ça, c'était que j'avais envie, je disais aux Gilets jaunes, mais il y a 1 an et demi, vous m'auriez croisé dans la rue, j'étais sans mandat, j'étais comme vous. Vous m'auriez pris avec vous. Mon élection fait que je suis naturellement, automatiquement passé de l'autre côté de la barrière. Alors qu'en 1 an et demi, je n'ai pas changé. Je n'ai pas changé. Je ne pense pas différemment, voilà. Le pouvoir ne m'a pas changé. D'ailleurs, je faisais les courses le premier jour, comme je vous dis, comme je les faisais avant. Et je n'ai pas de chauffeur, ma vie n'a pas fondamentalement changé. Et ça, c'est ça le paradoxe de la trahison, mais c'est vrai qu'il est fort et qu'il faut absolument réussir à renouer le fil du dialogue avec la population, avec France. Alors ça passe, on va peut-être en parler, notamment à travers peut-être plusieurs réformes. Il y a eu une grande revendication qui est le RIC, le référendum d'initiative citoyenne, et qui est encore une revendication. C'est ce que je voulais dire aussi par rapport à votre présentation de tout à l'heure. Il m'a semblé quand même que dans la poursuite du mouvement, les choses ont évolué et les points de vue des gens ont évolué par rapport aux 3 points que vous aviez soulevés initialement. Bon, il y aurait beaucoup de choses à dire. Benoît, vous avez parlé de revendications très claires. Moi, sur ça, je ne serais pas d'accord, mais on peut en parler. Il y a effectivement peut-être des grands mouvements sur le pouvoir d'achat, etc., qui se dégageaient. Après, sur le RIC, mais je ne suis même pas sûr qu'il y a des ronds-points dans l'heure qui disent RIC en toute matière. Je ne suis pas sûr que les Gilets jaunes soient d'accord avec cette idée. Et puis, moi, en quoi je trouve ça délicat, je suis d'accord avec vous sur le fait qu'il y a une forme d'essoufflement de notre système représentatif et qu'il faut, d'une certaine manière, l'aérer en donnant la parole et le choix au peuple français plus fréquemment. Mais
la démocratie, ce n'est pas une succession de référendums. Parce que, déjà, ça voudrait dire que le politique est constamment en campagne. Ça veut dire aussi que on conduit aussi à des décisions des fois. Regardez le Brexit. Moi, le Brexit, c'est directement un référendum qui, pour moi, conduit à une décision extrêmement difficile. Et puis, sur le rythme, moi, ce qui me gêne le plus, c'est pas ça. C'est que, pour moi, ce qui manque en ce moment à la société française, c'est de faire cohésion. De comprendre tous ensemble qu'on forme un corps social, qu'on a un projet commun. Regardez le référendum sur Notre-Dame-des-Landes. C'est très intéressant, le référendum sur Notre-Dame-des-Landes. Parce qu'en fait, c'est d'une certaine manière l'application de ce que vous pourriez souhaiter. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a un blocage, et puis le politique décide de donner la parole aux concitoyens. Alors là, on peut dire qu'il y a un problème peut-être d'échelle. On a choisi le département, des gens qui l'ont contesté en disant « non, on aurait pu y aller au niveau régional, pourquoi pas national ». Bon. Mais l'idée est « donnons la parole aux Français ». Les Français, à ce moment-là, départemental, qui sont les plus concernés, disent « oui ». À une majorité, on y va. Quel est l'assentiment et comment, notamment les zadistes, qui tiennent le terrain à ce moment-là, comment intègrent-ils la décision majoritaire? C'est ça qui est intéressant. Et c'est ça que les Gilets jaunes devraient se poser comme question dans l'hypothèse où on mettrait des référendums plus souvent. C'est-à-dire comment une minorité de Français accepte la décision de la majorité. C'est ça la vraie question que j'aurais envie de poser aux Gilets jaunes. Parce que les zadistes, et là c'est pas péjoratif, mais les zadistes, sociologiquement, on peut retrouver comment dire, des gens chez les Gilets jaunes qui pensent comme les zadistes. C'est-à-dire qui sont attentifs à l'environnement, qui sont pour un pouvoir très local, etc. Comment les zadistes de Notre-Dame-des-Landes ils ont considéré que ce référendum n'était pas légitime. Et ils ont considéré qu'ils allaient rester là. Et puis le président de la République, après, donc ça on peut aussi contester, est revenu sur la décision prise par référendum pour arrêter le débat. Et ce que je veux dire par là, c'est qu'un référendum, ou plus de référendums, ne règle rien à partir du moment où les Français ne font pas davantage cohésion. C'est-à-dire que si la minorité n'accepte pas pour le futur la décision de la majorité, ça ne marchera pas mieux. Voilà ce que je veux dire. Après, niveau cohésion, vous savez, si, par exemple, pour la ZAD de Notre-Dame, déjà, il y a un référendum qui s'est posé, mais qui n'aurait même pas dû se poser. Parce qu'aujourd'hui, vouloir construire un aéroport sur un domaine comme Notre-Dame-des-Landes, pour quelque raison que ce soit, de sécurité, alors qu'on a quand même, France, des moyens extraordinaires pour rendre les choses viables autrement. En plus, il y a quand même des travaux qui ont été faits sur l'aéroport de Nantes. Déjà, de vouloir faire un aéroport sur un site pareil, où vous avez des espèces endémiques, déjà, c'est une question qui n'aurait même pas dû se poser à ce niveau-là. Donc, après, on arrive. En plus, c'est un sujet qui était vieux depuis plus de 40 ans, je crois. Donc, vous voyez, on arrive à la fin dans une cacophonie et où tout le monde a des positions que plus personne ne connaît, en fait. Alors que si on regarde la chose au départ, il y a juste une évidence qui se pose. Et quand on dit consultation référendaire, eh ben, chiche, faisons-le par exemple sur ADP ou la Française des Jeux, qu'aujourd'hui on va mettre en vente, en plus qui est mise en vente, mais quand on regarde le prix qu'on va mettre en vente, la Française des Jeux, mais on est en train de dilapider quelque chose qui appartient quand même à toute la société. C'est des choses qui s'enchaînent et qui inquiètent aussi les gens, tout ça, parce que ça appartient quand même à tout le monde. Et ça n'a pas été mis dans le programme de M. Macron, par exemple. Donc aujourd'hui, c'est un petit peu ça le problème, par exemple, avec la représentativité, c'est que les gens se disent, on nous demande de voter, on participe, on prend en compte, alors on comptabilise les votes blancs. Les gens se disent, comment je peux contester, des fois, quand on n'est pas d'accord. Après, il ne s'agit pas d'être dans une république du manifeste où chacun s'exprime
justement pour dire quand il n'est pas d'accord. Il y a des gens qui votent pour, si vous avez été élu, c'est qu'il y a des gens qui étaient d'accord avec vous. Mais aujourd'hui, on ne prend pas en compte, justement, et c'est là que la carence démocratique arrive, et c'est là aussi que, justement, la représentativité des élus, aujourd'hui, devient un peu discréditée aux yeux des gens. C'est que, ben voilà, on ne prend pas en compte, les gens ont l'impression que ça ne sert pas, parce qu'on prend des mesures, alors certaines ont été dites, d'autres non. On fait les choses un peu en force comme ça. Par exemple, là, pour ADP, il y a le RIP qui a été mis en place avec les 4 500 000 signatures qui sont demandées. Je ne sais pas si vous avez essayé d'aller sur le site. Honnêtement, pour mettre votre signature et tout, c'est proprement hallucinant, c'est un parcours du combattant. Donc, tout de suite, on dit pas d'amalgame, tout de suite, bien sûr, les gens se posent des questions. Ils ne sont pas bêtes, ils se disent, mais pourquoi c'est si compliqué? Donc, c'est que l'État, vu que c'est lui qui a mis ça en œuvre, si c'est compliqué, c'est parce qu'il a voulu que ça soit compliqué. S'il a voulu que ça soit compliqué, c'est pour nous empêcher, ou alors nous compliquer la tâche pour nous exprimer. Et aussi bien de votre côté comme du nôtre, voilà, on part sur des choses alors qu'on ne pourrait même pas se poser ces choses-là. Si les trucs étaient faits en bonne et nue forme, déjà ça serait plus clair. Et malheureusement aujourd'hui, vous voyez, le problème de nos sociétés, c'est l'incohérence, en fait. Et parfois le manque de logique. Et ça, quand on n'est pas logique, il n'y a rien de tel pour faire peur, parce que vous vous dites, mais quelle est cette personne? Enfin, qu'est-ce qui se passe? C'est pas logique ce qu'elle me dit. Par exemple, vous avez d'un côté, aujourd'hui, je sais que par exemple, il y a des commissions sociales qui existent au sein de l'Assemblée. Il y a des problématiques sociales qui s'accroissent. À chaque fois, moi, quand je vais dans Paris, vous savez, manifester, on est là, on revendique un petit peu aujourd'hui notre colère, parce que c'est ça, c'est pas de la haine, c'est notre colère envers un système qui fait fi des gens, en fait. Et aujourd'hui, on voit, et moi plus ça va et plus je le constate, parce que c'est un domaine dans lequel je suis ça depuis longtemps, et j'ai malheureusement l'impression qu'aujourd'hui, à Paris, les trottoirs se transforment en appartements. C'est catastrophique. 566 morts l'année dernière à la rue. Moi, j'ai fait du bénévolat pour l'association qui s'appelle Les Morts de la rue, qui regroupe, qui recense des victimes qui meurent à la rue et qui leur rend hommage. Et quand on voit que de l'autre côté, on va baisser le budget des CHRS, des centres d'hébergement d'urgence, de 57 millions sur 5 ans, qu'aujourd'hui, les CHRS, la plupart des CHRS sont en surplein par rapport à la problématique des migrants, parce qu'on leur a demandé à eux de prendre ça en charge, alors que justement beaucoup de gens mélangent la problématique des migrants, mais vous le savez sans doute mieux que moi, les migrants, c'est budgété par le ministère de l'Intérieur. Donc les CHRS, c'est le ministère de la Santé et des Affaires sociales. Donc c'est deux choses différentes, mais on englobe tout dans le même paquet, et en plus on diminue les ressources. On ne pourra jamais régler des problèmes de cet ordre-là, mais comme tant d'autres, si on met des pansements sur des amputations. Et ça, tout le monde aujourd'hui en a conscience. Et aujourd'hui, avec l'accès qu'il y a et les échanges qu'il y a sur les réseaux, sur tout ça, alors bien sûr, tout le monde peut avoir son point de vue, tout le monde a le droit d'avoir ses opinions, mais il y a quand même une chose qu'aujourd'hui le mouvement crie de tout son ensemble, et à chaque fois comme ça, c'est qu'on ne peut plus continuer comme ça. Et vous savez, quand les gens sortent dans les rues, vont manifester, c'est pas non seulement pour se rencontrer aujourd'hui, chanter, ni même revendiquer une colère. Aujourd'hui, on vient frapper à la porte, enfin on vient taper sur l'épaule du président gentiment. À force de lui faire ça, lui il ressent rien. Mais à force qu'on lui fasse ça, un jour il va avoir une marque.
Et de toute façon, il faudra se répéter là-dessus. Donc il est essentiel aussi bien pour tout le monde, même pour les gens, qu'on soit d'accord avec nous ou pas. Aujourd'hui, on existe, on est là. Donc je pense vraiment que dans l'intérêt général, parce que c'est ça qu'on regarde, si on regarde que les erreurs ou qu'on joue sur ce qui s'est passé, vous savez, nous on n'est pas des casseurs, moi je suis soudeur. Là je suis avec une amie qui elle travaille dans les prisons à faire de la formation à aider les détenus. Vous êtes salarié donc? Moi je suis salarié, mais j'ai été obligé d'arrêter mon travail pour me consacrer au mouvement des Gilets jaunes. Et à titre personnel comme collectif. Parce que vous savez très bien comme moi, quand vous rentrez dans un collectif, ça se fait vivre un collectif. Si chaque gilet jaune aujourd'hui, vous savez, il a un pouvoir. Il a le pouvoir de parler aux gens. Et de dire aux gens, écoutez, vous voyez bien le monde dans lequel on vit. Vous comme moi, vous faites vos courses comme moi. Vous voyez bien ce que vous rencontrez sur les étals. Aujourd'hui, on vous fait des promotions pour des produits qui détruisent le monde. On donne des accords à Total pour faire venir de l'huile de palme, tout ça, mais alors, voilà, on fait des choses à chaque fois qui ont peut-être un intérêt économique. Bien sûr, il y a un intérêt. Vous savez, par exemple, quelqu'un qui va agresser quelqu'un dans la rue. On peut trouver ça dégueulasse, mais cette personne, quand elle le fait, elle, dans son fort intérieur, elle dit si je le fais, elle ne pense pas que c'est dégueulasse, je le fais par intérêt. Vous voyez ? Et tout le monde autour voit que c'est dégueulasse. Et c'est ça aujourd'hui, je pense, qui manque à notre société. C'est vraiment la logique de là où on va. Vous voyez ? Regardez cette polémique avec François Ruffin, là, il y a quelques jours. Je ne rentrerai pas dans la nécessité des choses. Je ne parle pas de ça pour dire « ouais, c'est nul ce que vous faites » ou quoi. Je ne veux pas tirer à boulet rouge sur vos collègues. Mais voilà, d'un côté, on demande, nous aussi, on veut faire de l'écologie. Nous aussi, on veut participer à la transition écologique. On n'en a pas les moyens. Et de l'autre côté, on peut comprendre les choses. À partir du moment où on s'est expliqué, quand vous avez des véhicules de fonction qui tournent, la clim, tout, la sécurité, toute chose est compréhensible à partir du moment où on l'explique et on est honnête. Et le jour, en fait, où le président a dit quand même, venez me chercher, qu'ils viennent me chercher, je suis responsable qu'ils viennent me chercher, ce qui a été en plus la suite de l'affaire Benalla, on ne reviendra pas là-dessus, mais voilà, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pareil, ce sentiment d'injustice. Aujourd'hui, on se dit, on est né par l'illogisme, en fait. Bon, il y a beaucoup de choses dans vos propos. Je vais peut-être pas tout reprendre, mais pour rebondir sur certaines choses. Vous avez commencé par notamment la comptabilité, on va dire, du vote blanc. Moi, là où je suis assez d'accord avec vous, et peut-être en contradiction avec les décisions qui ont été prises par le président de la République sur cet aspect, sur l'aspect institutionnel. C'est que je pense, comme vous l'avez dit, si on a besoin de respiration démocratique un peu plus importante, moi, post-grand débat, et peut-être même le même jour que les européennes, j'aurais privilégié un référendum sur plusieurs questions, et notamment sur le vote blanc. Moi, j'aurais posé la question aux Français de la prise en compte du vote blanc. Mais j'aurais aussi posé la question aux Français du vote obligatoire. Moi, je suis pour. Moi aussi. Et ça allait assez ensemble. Le problème, il faut aussi le reconnaître, parce qu'on peut être pour tous les deux et comprendre les conséquences en termes... ça pose des vraies conséquences et des vraies conséquences problématiques. C'est-à-dire que, par exemple, vous savez, François Hollande, avec notre système, n'aurait pas été élu. Parce qu'en réalité, ça augmente la barre, le seuil, effectivement, pour passer, quand on est un élu, de manière très importante. Puisqu'en fait, la Constitution dit que pour être élu, il faut avoir plus de la moitié, plus de 50%, des suffrages exprimés. Mais si vous mettez le vote obligatoire, et surtout, si vous mettez le vote obligatoire, ça va pousser plus de gens vers les urnes, ça c'est très bien. Et vous comptabilisez le vote blanc, il y a beaucoup de ces personnes aujourd'hui qui restent chez eux, qui vont être amenés à voter, et puis qui ne vont peut-être pas toujours, comme aujourd'hui, se retrouver, et donc vont voter blanc. Un vote blanc, ça serait un suffrage exprimé, mais pour personne. Donc si vous devez passer la barre des 50%,
et ben ça nécessite que vous ayez... c'est beaucoup plus compliqué. Justement, excusez-moi de vous couper un instant, par rapport au vote blanc, faut pas voir ça comme une panacée. Le vote blanc, c'est une matière à réfléchir. Justement, comme vous parlez de M. Hollande par rapport à ces élections, on voit toute la cacophonie qui s'en est faite avant avec l'affaire Dominique Strauss-Kahn, toute la suite des choses, et ensuite, encore une fois, le côté mon ennemi c'est la finance, et nous les gens, déjà qu'avions pas beaucoup, on a eu encore moins, et le ressenti est là. Vous voyez, par exemple, parlons de la taxe d'habitation. On l'enlève au départ, le deal était qu'on va enlever la taxe d'habitation pour l'ensemble des gens, sauf pour les 20% des personnes les plus riches. Bon, attention, c'est un autre sujet, mais on peut en reparler. Allez-y. Mais théoriquement, ça aurait dû être du pouvoir d'achat. Le truc, justement, comment ça se fait, justement, comment ça se fait qu'on donne ça et qu'on en arrive à avoir le mouvement des Gilets jaunes qui sort dans la rue? C'est paradoxal. Il n'y a pas que ça, surtout. Moi je suis d'accord avec vous. Mais le paradoxe, il est même antérieur à ça. Alors, juste, le vote blanc, on est d'accord. Sur le référendum d'initiative populaire, partagé, pardon, concernant notamment l'aéroport, la privatisation de l'aéroport de Paris. Moi, je vais être très clair avec vous. Ça serait un point commun et une divergence. Moi, je pense que ce référendum, il est contraire à l'esprit de la Constitution, mais le Conseil constitutionnel en a jugé autrement, donc c'est lui qui est à force de loi, et on va le tenir. Et là où je vous rejoins, moi je pense, pourquoi est-ce que je pense que c'est contraire à l'esprit? C'est parce que sur cette disposition-là, les débats avaient déjà été engagés, et même la loi votée, la loi Pacte, à l'Assemblée nationale. Et en fait, on va faire un référendum, d'initiative populaire, pour revenir sur... C'est pas du tout l'esprit du RIP. L'esprit du RIP, c'est... Il y a une initiative qui est trop nombreuse, 4,5 millions, vous avez raison, c'est beaucoup trop. Il faut baisser ça à 1 million. Mais l'esprit, c'est, on a 4,5 millions de personnes qui veulent lancer une dynamique sur un projet de loi, et ça oblige le Parlement à en discuter. C'est différent de ce que je viens de vous expliquer, où là, les choses avaient été votées. Mais bon, le Conseil constitutionnel dit, c'est possible, on le fait. Et là où je vous suis, c'est qu'à partir du moment où le Conseil constitutionnel a dit, on doit poursuivre le RIP, là, je suis d'accord, le site internet doit être lisible, facile d'accès et transparent. C'est-à-dire que c'est pas normal. Je peux vous dire, mon frère m'a appelé la semaine dernière, il est dans le Jura, il voulait signer, il me dit, mais il ne trouve pas mon adresse, c'est n'importe quoi. C'est pas normal, je dois dire. Et moi je pense, ce que je lui ai donné comme conseil, que moi je n'attribuerai pas des mauvaises idées au gouvernement, même si je suis d'accord avec vous, il n'y a pas un intérêt objectif à que les choses soient faciles. Mais je pense que le site va être amélioré, et moi j'invite tous les gens qui veulent signer à attendre quelques semaines, parce que entre le premier jour de fonctionnement et on va dire les derniers jours, je pense qu'il y aura une amélioration, objectivement. Bon, je suis d'accord avec vous, il faut que ça se fasse bien. La réaction du président de la République, ça c'est très important. Vous ne pouvez pas dire, même les instituts économiques le disent, c'est pas nous, c'est pas des choses qui sont contrôlées par le gouvernement. C'est 17 milliards. N'oubliez jamais, Benoît, que 17 milliards, c'est 17 milliards des Français. On ne les sort pas de n'importe quoi. C'est 17 milliards qui ont été injectés dans l'économie depuis décembre, 10 milliards après post-grand débat, puis 7 il n'y a pas longtemps. C'est la prime d'activité, c'est effectivement une diminution des impôts sur le revenu pour l'année prochaine. C'est plein de... C'est la suppression de toutes les taxes, notamment sur le gasoil, etc., qui devaient être annoncées. Ces 17 milliards, c'est les petits tapotis que vous dites, c'est ça. Et c'est plus de pouvoir d'achat de manière véritablement importante. Les instituts le disent, ça n'a jamais été vu depuis plusieurs années. Donc ça, c'est... J'ai envie de dire, vous sous-entendez qu'il n'a pas réagi ou que le gros doit encore advenir. Mais j'aimerais bien que vous me disiez, précisément, vous, les Gilets jaunes, qu'est-ce que vous attendez aujourd'hui en termes de mesures? Parce que moi, je pense qu'en réalité, ça continue à partir dans tous les sens, même si sur le pouvoir d'achat, il y a quand même eu des réponses. Et là où je suis d'accord avec vous, c'est que le paradoxe, c'est que la suppression de la taxe d'habitation,
C'était dans le programme, c'était pour 80%. Qu'est-ce qui nous oblige à le faire pour 100% des Français? Une décision du Conseil constitutionnel. C'est moins juste fiscalement par rapport aux Gilets jaunes, parce que les Gilets jaunes, ils disent, en gros, les plus riches sont moins imposés, globalement, alors et la fiscalité pèse sur les classes moyennes et les plus pauvres. C'était pour ça, les 80%. Le Conseil constitutionnel nous dit, non, mais attendez, c'est inconstitutionnel de faire une distinction. Ça sera pour tout le monde. Donc, au bout du quinquennat, ça sera pour tout le monde. D'accord? Parce que c'est une obligation qui nous est faite. Mais c'est quand même 750 € en moyenne par Français et par an. Ça, c'est pas rien, 750 €. Mais là où je suis d'accord avec vous, et que le paradoxe pour nous, comme on l'a vécu, c'est que ce problème de pouvoir d'achat, on le sentait dès notre arrivée. Et la première chose qu'on a votée, je vous rappelle, et ça vous a concerné comme salarié, et ça a concerné toutes les personnes dans cette pièce et ils sont salariés en dehors du public, c'est la suppression des cotisations chômage et maladie sur le salaire. Pour un smicard, c'est 350 € par an. Et il n'y a pas d'exception. Et ça c'était voté alors que les mouvements des Gilets jaunes, en novembre, commençaient. C'était déjà applicable. Et puisque c'est proportionnel, quand on gagnait 3 000 € par mois, on avait, avec la suppression de ces charges, 700 € par an en plus de pouvoir d'achat. Voilà. Donc ce que je veux dire par là, c'est que là, je suis d'accord avec vous, c'est qu'il y a beaucoup de Français qui ne l'ont pas mesuré, senti, notamment parce qu'il y a eu effectivement peut-être des hausses sur certaines coûts du quotidien, comme le carburant, comme l'électricité, etc., sur lesquels ça ne revenait pas toujours de notre responsabilité. Donc voilà, ce que je voulais dire par là, c'est que le pouvoir d'achat, c'était une des priorités du gouvernement depuis le début. Justement, quand vous parlez de 17 milliards, vous savez, je vous disais tout à l'heure, les gens ressentent par exemple les choses dans le domaine professionnel. Je sais que vous êtes proche aussi de l'industrie par rapport aux suites environnementales. Et par exemple, le CICE, 40 milliards, on attend une évaluation avant de voir ce que ça donnera. Mais voilà, la France est aussi quand même le premier pays en Europe à redistribuer des dividendes aux actionnaires. C'est 100 milliards d'évasion fiscale aussi chaque année, à peu près. Par définition, c'est très compliqué à calculer. Oui, mais c'est les chiffres, pareil, des instituts plus ou moins économiques et de divers experts en économie. C'est ce qui est évalué. Et c'est pareil, si on parle de la finance, il y en a à dire, on ne sait plus savoir quoi en faire. Le problème, par exemple, dans le pouvoir d'achat, c'est, par exemple, on demande aujourd'hui plus de solidarité, mais on a enlevé l'ISF. C'est ce que je vous disais tout à l'heure quand on parle de logique et de cohérence. On n'a pas fait disparaître l'ISF. L'ISF aujourd'hui se porte. Je sais que vous ne l'avez pas fait disparaître, se transformer sur les logements. Mais ce qui aurait été juste, par exemple, on dit on va redistribuer de l'argent aux personnes les plus aisées pour qu'elles puissent réinjecter dans l'économie. C'est très bien de dire ça. À partir du moment où on ne demande pas de contrepartie, alors qu'à chaque fois qu'on aborde quand même quelque chose envers les citoyens automatiquement ont une contrepartie. Par exemple, vous allez enlever la taxe d'habitation, mais il y a eu de l'APL en moins. Vous voyez, tout ça, et à chaque fois, ça s'est ressenti comme encore un manque de justice. Et aujourd'hui, nous, c'est vraiment dans le mouvement des Gilets jaunes, dans sa globalité, vous savez, au départ, on demandait des revendications. Aujourd'hui, on demande à être considéré. Et quelque part, dans nos demandes, qui sont quand même des demandes juste humaines, aujourd'hui, on subit une injustice flagrante, à la fois dans le ressenti de ce qui est mené, parce que même si vous donnez l'impression de faire des choses, et moi je ne mettrai pas en doute votre sincérité là-dessus, quand vous dites, moi je suis convaincu personnellement que pour vous, vous êtes sûr d'aller dans la bonne direction, et ce que vous avez fait c'est suffisant. Mais non, parce que vous savez très bien comme moi et comme nous tous, que le problème il est profond. Si le problème, comme vous dites, on est sorti au bout d'1 an et demi, si le problème était dû
juste à votre arrivée, on n'en serait pas là. Le problème est bien plus long que ça, bien plus profond. Aujourd'hui, on en est arrivé à un moment dans un système financier qui écrase tout sur son passage, qui transforme tout en marchandises et qui écrase les gens chaque jour. Et ça, les gens aujourd'hui, ils le portent sur leur épaule et c'est une souffrance qu'ils vivent au quotidien. Et moi-même, c'est l'injustice. Par exemple, vous dites, par exemple, le pouvoir d'achat. Vous avez fait là, quand vous dites, on a donné en enlevant des cotisations. Mais c'était quoi ces cotisations? C'était des choses qui, moi, en tant que salarié, préservaient quelque part mon avenir en cas de problème, en fait. Donc, s'il m'arrivait un coup dur, ces cotisations me permettent, par exemple, de pouvoir me soigner, d'avoir une possibilité de chômage, des aides pour la maladie, tout ça. M'enlever ça, c'est m'enlever un petit peu comment dire, on va baisser ma surface de c'est une erreur, ça c'est une erreur totale d'interprétation, c'est très important que vous disiez ça et que je le corrige. On l'a enlevé sur les salaires pour le faire porter sur l'ensemble de la communauté des Français, c'est-à-dire sur la CSG. C'est-à-dire que les services que cela vous procurait, vous seront exactement procurés de la même manière, sauf que ce n'est plus les mêmes personnes qui les paient. C'est-à-dire que, en gros, on a enlevé 3 points sur le salaire pour augmenter de 1,7 points de CSG sur tous les Français. C'était dans le programme. C'est aussi une des origines des Gilets jaunes, et notamment du fait que les retraités, qui ont été fortement impactés, vous avez rejoint. Mais c'était bien sûr dans le programme, et 2, c'est-à-dire que pourquoi on a fait ça? Parce qu'on a considéré que par exemple le risque chômage, c'était un risque qui ne concernait pas que les travailleurs, mais c'était un risque qui concernait les retraités, au sens où ils devaient aussi mettre la main, très concrètement, à la poche pour l'ensemble des actifs. Ça concernait aussi les jeunes, etc. Ça concernait les gens qui ont des revenus immobiliers, des revenus de la fiscalité internationale, etc., qui paient. Quand vous avez des actions, des obligations, vous payez de la CSG. Et tous ces gens-là étaient concernés par le risque maladie et chômage. Alors qu'avant, c'est du risque porté seulement sur le travailleur qui avait donc des cotisations trop élevées. Donc, si vous voulez, votre service rendu n'a pas été impacté, il a juste été solidarisé davantage. Et c'est ça que beaucoup de Gilets jaunes ne mesurent pas, et ça c'est important. Vous parlez beaucoup de justice et d'égalité, je pense que vous avez raison, je pense que la France, et ça marque un petit peu de fabrique, a beaucoup ces mots à la bouche, et c'est quelque chose, c'est une des valeurs qui nous unit le plus. On le voit dans les Gilets jaunes, on le voit dans ce qui s'est passé, on le voit dans les revendications des Français. Moi j'aimerais quand même rappeler à nos téléspectateurs qu'il y a un indicateur pour mesurer ça, et j'ai envie de dire, allez voir. C'est un peu scientifique, un peu technique, mais ça s'appelle le coefficient de Gini. Et le coefficient de Gini, il mesure les inégalités au sein des États. Des inégalités financières, de pouvoir d'achat, etc. Et j'aimerais quand même rappeler, c'est pas un scoop, c'est l'est depuis le début. Et c'est parce que la France est tellement attachée à l'égalité que c'est ça, que la France est un des pays les plus égalitaires du monde. Dans l'Union européenne, sur les 28, on est 3e. Le coefficient de Gini, on est 3e en termes d'égalité. Ça, c'est très important. C'est-à-dire que... Et pourquoi on est bien placé? Parce que notre redistribution, c'est-à-dire les impôts, et la manière dont on redistribue les impôts aux personnes les moins aisées, fonctionne bien. Il y a 2 pays qui sont avant nous, c'est la Suède et les Pays-Bas. Et ces 2 pays, ils ont un coefficient de Gini. Plus le coefficient de Gini se rapproche de 0, plus en fait on est égalitaire. Et plus il est 2, plus il est 100, plus il est près de 100, plus on est inégalitaire. Imaginez un pays de 66 millions d'habitants, comme c'est la France. S'il y avait une seule personne qui avait la totalité des richesses, on serait à 100. Et si tous les 66 millions avaient le même pouvoir d'achat, on serait donc à 0. Nous, on est à 29. Les pays qui sont un peu mieux que nous, c'est à 28, Pays-Bas, etc. Bon, pourquoi ils sont un peu mieux que nous? Parce qu'en réalité, avant redistribution, ils ont des inégalités moins fortes. Mais nous, on redistribue même plus que... On part de plus loin, et après impôt et redistribution, on arrive à un coefficient de 29. C'est-à-dire qu'on est un pays qui redistribue beaucoup. Et ça, il faut absolument que les Gilets jaunes et que les Français
se rendre compte de ça. C'est-à-dire que la France est une machine à redistribuer les richesses. On peut faire plus. Alors, je vous donne un exemple. L'impôt sur le revenu, vous pourriez... C'est un peu d'ailleurs ce que voulaient les Gilets jaunes, je crois. C'est-à-dire une tranche supplémentaire d'impôt sur le revenu, par exemple, et peut-être rentrer dans l'impôt sur le revenu de manière moins haute. Aujourd'hui, la première tranche d'impôt sur le revenu, elle est de 14%. Demain, ensuite Gilets jaunes, normalement, elle sera de 11%. Et ça va toucher la première tranche et la deuxième tranche, qui est aujourd'hui à 30%, elle va être aussi diminuée. Ça, c'est une réponse directement Gilets jaunes. Et ça, c'est du pouvoir d'achat, passer de 14 à 11, c'est aussi une réponse immédiate. Justement, par rapport à cette réponse qui a été donnée, par exemple, il y a eu les heures supplémentaires défiscalisées qui donnent du pouvoir d'achat. Du coup, ça fait rentrer des gens dans l'impôt qui avant n'accédaient pas non. à l'imposition. Non, parce qu'elle elle est défiscalisée. Elle est défiscalisée et désocialisée. C'est-à-dire que si vous, en fait, comme son nom l'indique, vous ne rentrez pas dans l'impôt avec les heures supplémentaires, seulement ça. Mais les gens ne sentent pas ce pouvoir d'achat-là, parce que justement, on leur demande des heures supplémentaires. Par exemple, vous dites défiscaliser, mais là, les gens, c'est du travail en plus qu'on leur demande. Oui, mais comme là, par exemple, l'allongement de la retraite, où on va faire passer les cotisations encore un petit peu plus loin. Moi, par exemple, prenez mon métier, je suis soudeur. Vous dites, on est le plus redistributif. Oui. Moi, je suis soudeur. Je bosse dans le bruit, la fumée, la poussière, les radiations. Avec la canicule, je suis obligé d'avoir un équipement qui est peut-être deux fois plus chaud que celui des CRS. À mon poste de travail, c'est 70 degrés. Qu'est-ce qu'on fait? On aménage 1 heure, c'est-à-dire on vous fait commencer 1 heure plus tôt, partir 1 heure plus tard. Mais à 3 heures de l'après-midi, il fait très chaud encore. Et moi, dans mon métier, on meurt à 60, 65 ans. Vous n'êtes pas de vieux os. Et pourtant, les soudeurs, ils sont aussi importants à la société qu'une personne politique, qu'un avocat, qu'un chirurgien. Il vous en manque beaucoup en plus. Et en plus, il en manque. Vous connaissez le milieu de l'industrie. Moi, un salaire, 35 heures brut, c'est le SMIC. C'est le SMIC. Et c'est tout ça que l'injustice aujourd'hui est ressentie. Vous voyez, les gens, ils voient la montée des prix, ils voient la montée de ce qu'ils payent en facture, ils voient tout ce que ça leur coûte quand ils prennent un peu de loisirs, quand ils s'achètent quelque chose. Beaucoup s'endettent. Aujourd'hui, il n'y a jamais eu autant de dossiers de surendettement au sein de la Banque de France. Voilà, on redistribue, mais aussi il y a une part qui s'endette. Et aujourd'hui, ce qu'on demande aux gens, c'est de devenir des experts comptables de leur vie. Et justement, les gens, déjà, ça ne le sont pas. Et les revenus, aujourd'hui, qui devraient mériter. Moi, quand je vois tous ces comptes d'apothicaires qui sont faits pour nous donner ci, ça et tout, ou telle aide. Mais aujourd'hui, le truc, il devrait être quand même qu'on devrait avoir un salaire, déjà qu'on mérite avoir le salaire. Moi, je vous assure que je ne sais pas quel sentiment vous avez, vous, quand vous vous levez le matin, vous allez à l'Assemblée et que vous touchez votre salaire, vous dites, bon, j'ai un salaire, j'ai mérité parce que je travaille pour l'avoir, j'ai fait des études ou ci ou ça. Moi, je vous dis que quand je me lève, et moi, comme d'autres, et je pense que énormément de personnes dans le mouvement des Gilets jaunes sont là-dessus parce que beaucoup de gens travaillent aussi. Quand ils se lèvent le matin, ils y vont, malheureusement, je ne vais pas dire à reculons, mais en se disant, je vais encore travailler, je vais encore avoir un salaire que je ne mérite pas parce que je devrais théoriquement, vu la tâche qu'on me demande, vu les conditions de travail et ce que ça me procure au niveau physique, je devrais mériter quand même beaucoup plus. Quand je vois ce qui se fait dans d'autres professions où les gens ont beaucoup moins de contraintes, où ces personnes vont vivre 10 à 15 ans de plus que moi. Oui, mais dans vos propos, Benoît, il y a déjà des injonctions contradictoires qu'on a retrouvées dans le mouvement des Gilets jaunes. D'un côté, vous nous dites, par exemple, la retraite. Moi, j'ai un métier pénible, et ce que je peux tout à fait comprendre, je vais avoir des difficultés à travailler plus longtemps, faire ça.
Et puis d'un autre côté, vous nous dites, on a des salaires trop petits qui ne nous permettent pas, en fait, de finir le mois, etc. Déjà, ça, il faut que vraiment vous compreniez que c'est une injonction contradictoire. Parce que la retraite, c'est les salariés qui la payent. C'est-à-dire que c'est difficile, c'est très compliqué pour le politique que je suis de vous promettre plus de retraite et des meilleurs salaires. Ou alors on change complètement le système et c'est vous qui vous paierez votre retraite tout seul. Et c'est pas sûr que ça soit mieux par capitalisation que notre système actuel. Aujourd'hui, les retraites, c'est 300 milliards d'euros par an, c'est-à-dire c'est le PIB de l'Autriche. Et dedans, il y a 60 milliards qui sont de la solidarité et pas des cotisations de votre emploi, des cotisations sociales, c'est de la solidarité par les impôts, etc. Qui fait qu'il y a plein de gens qui ont des minimums retraite, etc., qui ont été malades, qui ont eu des enfants, etc., et qu'on va aider pour avoir des trimestres en plus, etc. Ça, c'est la solidarité, les 60 milliards. Et ce que je veux dire par là, c'est que si vous voulez partir à 60 ans, et vous voulez généraliser ce système, alors que, ça, globalement, ça je pense qu'on peut être d'accord, que globalement, peut-être pas les soudeurs, mais globalement, on vit plus longtemps, et bien vous allez devoir trouver des financements très très importants. Quand je vous dis 300 milliards, c'est une somme très importante pour continuer à faire financer, à faire vivre les retraités. Donc à leur payer des retraites, des pensions de retraite. Et ben, aujourd'hui, c'est sur le travail. Et donc vous comprenez la contradiction dans laquelle on est. Moi, je ne peux pas régler le problème en donnant 5 ans de retraite supplémentaire à des gens et en allégeant les cotisations sur le travail. C'est très très compliqué. Mais ce pouvoir d'achat, je vous rappelle que la suppression de certaines cotisations, la prime d'activité, les heures supplémentaires, la prime exceptionnelle défiscalisée qui ont quand même touché, peut-être pas vous, parce que c'est souvent les grosses boîtes, mais pas que les grosses boîtes. On a des chiffres très précis. Il y a plein de PME qui ont donné cette prime exceptionnelle, vous savez, de 1000 euros, etc., défiscalisée en monnaie. Tout ça a participé quand même à une forte hausse du pouvoir d'achat, et ça, qui n'a pas d'exemple depuis de très nombreuses années. Ça, c'est un fait. Je suis d'accord qu'il faut continuer à travailler là-dessus, mais il n'y a pas de finance magique. Il ne faut jamais oublier, il n'y a pas de finance magique, il n'y a pas de trou noir fiscal. Votre argent, il part sur des services, il part sur de la redistribution, et voilà. Et chaque fois qu'on touche à un levier, il y a une conséquence quelque part. Alors, j'aimerais revenir par rapport à ça, parce que c'est pas forcément ce qui est ressenti dans la population, en fait. Et justement, ces histoires de trous noirs fiscaux ou de pouvoir d'achat ressenti, c'est vrai que moi, ce qui me semble dans le mouvement des Gilets jaunes, par exemple, les gens ont du mal à comprendre pourquoi un État qui, justement, a besoin de recettes, a besoin de choses qui sont pérennes et qui vont pouvoir continuer. Pourquoi un État, alors c'est pas forcément votre gouvernement, hein, mais d'une manière générale, c'est quand même une chose qu'on a vue dans la logique néolibérale qui est demandée par l'Europe, pourquoi un gouvernement se met à privatiser des choses comme les autoroutes, se met à privatiser des choses qui vont pas lui rapporter beaucoup d'argent dans cette opération de privatisation, et qui, comme la Française des Jeux ou ADP, par contre, est générateur de revenus. On a, d'une certaine manière, l'impression qu'on nous met dans une sorte de crise qui, après, s'entretient systémiquement, et qu'on dit, bah oui, mais là, vous voyez, on est obligé de prendre telle ou telle mesure parce que ça va pas. Alors qu'à la base, des décisions ont fait qu'on a été mis dans cet état de fait. Alors, c'est de nouveau la question des privatisations. On considère, nous, que l'État doit être aussi un État stratège, donne des impulsions sur ces domaines régaliens. Quand on privatise pour un bail de plusieurs dizaines d'années, mais qui nous revient au terme de cette année pour avoir une nouvelle décision, c'est pas, donc en gros, si vous voulez, c'est pas complètement définitif. Mais quand on privatise, par exemple, l'aéroport de Paris, si les revenus nous sont très importants, mais c'est parce qu'on considère que les boutiques dans l'aéroport, tout un certain nombre de services
et qui ne concernent donc pas ni la sécurité des vols, ni la sûreté, ni les douanes, etc. Donc ça, il n'y a pas de privatisation, d'accord? Les contrôleurs aériens restent des contrôleurs aériens de l'autorité de l'aviation civile, etc. Bon. Et que donc en gros, on se départit effectivement de toute une partie économique qui nous donnait des revenus à l'année, alors que là, effectivement, on va avoir un pactole, d'un seul coup, assez important quand même, hein, un seul coup, et qui va servir à deux choses, qui va servir à nourrir un fonds pour l'investissement sur les nouvelles technologies, etc. Et qui va servir aussi, en partie, à désendetter l'État. Et quand on a une dette, alors ça a été... Il y a deux choses qui sont passées complètement hors, je trouve, moi, on va dire, discussion et revendication des Gilets jaunes, c'est celle de la dette et c'est celle du chômage. Ça, c'est dommage. Parce que la précarité la plus importante, c'est quand même celle des chômeurs. Je peux vous assurer que la question du chômage a été un angle mort du mouvement des Gilets jaunes. On se battait sur le pouvoir d'achat. Moi, les gens qui étaient devant moi, c'était souvent des gens qui travaillaient. Et des petits revenus, c'était des classes moyennes. Mais les chômeurs, je trouve, personnellement, et c'est dommage, que le sujet n'a pas été assez évoqué. Et quand on lutte contre le chômage, je trouve qu'on lutte contre la précarité. Ça, c'est quand même important. Et avec un État, vous avez vu, hein, hier, 99,6% de la dette est égale à 99,6% de notre produit intérieur brut. C'est donc gigantesque, c'est 2300 milliards d'euros. Ça, c'est un vrai souci, parce que ça peut avoir des conséquences directes sur le financement de notre déficit, etc. Moi, en tant que parlementaire, c'est un véritable sujet. Si demain il y a une crise internationale, comme on en a eu en 2008, il faut avoir les reins solides pour pouvoir la passer et pas nous retrouver dans des situations comme la Grèce, comme l'Espagne. Donc voilà ce que je peux vous dire là-dessus. On pourra en reparler longuement. Mais voilà la réponse que je voulais vous faire. On doit aussi désendetter notre État. Et c'est une des raisons pour lesquelles des fois on est aussi amené à privatiser. Et puis, et c'est ce que je vous disais, parce que aussi l'État doit se recentrer sur des politiques sur lesquelles il a des moyens d'action. Vous voulez aborder le sujet ou on passe aux violences? Moi, après, c'était juste pour conclure par rapport au chômage. De toute façon, le chômage aujourd'hui, c'est une évidence. On nous demande de travailler plus longtemps et de l'autre côté, il faut résoudre les problèmes de chômage. La dernière réforme là, va encore rendre compliqué l'accès aux chômeurs. Moi, je vais être touché de plein fouet par ça, en étant intérimaire et en ayant de temps en temps des périodes de chômage. Et même plus, aujourd'hui, vous travaillez, mais vous continuez à être inscrit au chômage. Oui, vous pouvez. Benoît, vous êtes soudeur. Moi, en Normandie, je vous trouve demain des dizaines de boîtes. C'est pas une question de travailler, bien sûr. Aujourd'hui, moi, j'ai fait le choix, à titre personnel. Oui. C'est pas pour faire le super-héros ou me faire plaindre ou quoi que ce soit. Moi, j'ai décidé de me consacrer au mouvement des Gilets jaunes pour qu'on ait un lendemain meilleur dans une société qui soit plus humaine et dans un monde qui soit plus logique. Et par exemple, regardez, si on en revient, quand je vous parle d'humanité, on va en venir là aux violences policières et aux violences en général qu'on puisse exercer et à toutes les personnes qui sont décédées de ce mouvement depuis le début du mouvement et toutes celles qui sont blessées. Moi actuellement, je pense à elles, je me dis, on en arrive là, vous savez, on en arrive là et j'espère que dans l'avenir, on n'en aura pas d'autres. Et moi, au niveau des blessés, j'en ai peu de certitude, j'espère qu'il n'y aura plus d'autres morts. Mais au niveau des blessés, il y en aura d'autres. Quand je vois comment ça se passe, tous les week-ends, je suis en manif, j'ai été dans plusieurs endroits de France pour me faire une opinion. J'étais à Paris, à Nantes, dans d'autres villes, pour voir comment ça se passait. On parlait tout à l'heure de la ZAD vers Nantes. C'est des personnes de la BAC là-bas qui assuraient le maintien de l'ordre, alors que ce n'est pas leur mission première. Avec le LBD, vous savez bien, vous qui êtes dans la défense, un sujet que vous maîtrisez très bien,
qui est une arme peut-être non létale, mais qui vous envoie un projectile à 150 mètres avec une visée laser aujourd'hui qui est extrêmement précis. Moi, je peux vous assurer, et je pense que si vous aviez été avec moi, je vous assure que vous auriez été choqué de ce que vous auriez pu voir. Vraiment. En tant qu'être humain, sans qu'on soit politique ni même moi je l'ai, je vous assure que vous auriez été choqué de ce que vous auriez pu observer. Et moi, je vous assure, moi comme d'autres, j'ai toujours été pacifique. C'est-à-dire, on n'est pas là... moi, j'obtiendrai rien par la violence. Parce que ce ne sera pas légitime ce que j'obtiendrai. Et dans toute société, ça a été comme ça. Toutes les dictatures n'ont jamais pu être pérennes et s'écrouleront tôt ou tard parce que la violence, on n'obtient rien. Et toutes les formes de combat pacifiques qui ont obtenu quelque chose, c'est ce qui a été le plus fort dans le temps. Mais quand on voit aujourd'hui des policiers quand même des personnes censées faire le maintien de l'ordre, vous visez à hauteur du visage. À hauteur du visage. Moi, j'ai fait l'armée. Je sais les consignes qui sont, ce qui est à respecter, comment ça se fait. Les choses, elles ne sont pas faites n'importe quoi. On vous met dans un costume de professionnel. Quand on vous met une arme entre les mains, c'est quelque chose qui a un sens. Moi, on m'a appris à tirer sur un ennemi potentiel étranger. Aujourd'hui, je me fais braquer par mes propres concitoyens. Et ça, c'est terrible quand vous ressentez ça, quand vous vous faites, par exemple, nasser, qu'on est coincé, qu'il fasse froid ou chaud, que vous êtes bloqué par des CRS qui vous maintiennent comme ça, que vous ne pouvez pas bouger, que des personnes de condition féminine, aujourd'hui, justement, on parlait qu'il y a 70 femmes qui sont mortes depuis le début de l'année. On parle voilà, des actes contre les femmes. Moi, j'ai vu en manifestation être obligé de faire des cordons. Et on était massés. 70 femmes tuées par leur conjoint. Par leur conjoint, tout à fait. Il parlait, c'est vrai. Mais ce que je veux dire, c'est par rapport au sujet, justement, au respect qu'on doit aux femmes. Parce que moi, dans le mouvement des Gilets jaunes, les femmes, elles se sont montrées, et elles se montrent également extraordinaires. Et moi, quand je suis obligé de me mettre devant elles, parce qu'il faut qu'elles urinent, des dames à la retraite, des mères seules avec famille, on les traite comme si elles étaient les dernières des... C'est vraiment choquant de voir ces choses-là. Et je peux vous assurer une chose, que quand vous êtes pacifique, quand vous êtes vraiment pacifique, et que vous êtes obligé de faire ces choses-là, et que vous voyez ça, c'est pas que ça vous radicalise, parce que la radicalité, elle est aussi produite par l'autre côté. Oui, d'accord. Si vous voulez, une répression à outrance, vous la comprenez pas. Vous la comprenez. Du maintien de l'ordre, certes, mais là on n'est plus dans un cadre de maintien de l'ordre. Là on est dans un cadre de répression outrancière et qu'on subit. Et à chaque fois, je vous dis, les rapports avec la police, on les a parce qu'on se rend compte maintenant souvent. Il y en a eu en très bons termes, en toute intelligence. Mais voilà, aujourd'hui, le gaz, vous vous rendez compte, les gaz, c'est même pas employé en temps de guerre. C'est même pas employé en temps de guerre, c'est des choses qui devraient être employées pour déloger des forcenés. Par exemple, de Daesh, qui sont, j'en sais rien moi, mais des cinglés. Mais pas contre une population comme nous, qui sommes juste là. On a quand même en France tous les outils nécessaires pour éviter l'emploi de ce matériel-là. Bon, alors, on va essayer d'être court, parce que je crois qu'on a beaucoup de temps, mais... et puis on va essayer de ne pas rentrer effectivement forcément dans le schéma où vous allez défendre les gilets jaunes et moi je vais défendre les forces de l'ordre. Je pense que quand même votre mouvement aussi a perdu en soutien populaire, notamment à cause des violences qu'on a vues, alors déjà qui ont pu être surexploitées par les médias, mais notamment sur les champs, etc. C'est-à-dire que le problème, c'est que moi, je sais pertinemment qu'il y avait plein de gilets jaunes qui étaient pacifistes, mais vous avez été aussi infiltrés par des gens qui ne l'étaient pas du tout.
Les Black Blocs, regarde, on les a vus. Les Champs-Élysées, c'est 270 millions. Ça y est, c'est sorti la semaine dernière. 270 millions, c'est le chiffre juste des dégâts, d'accord, sur les grandes villes en France. Donc, je veux dire, ça a été créé par quelqu'un, ça. Ce que je vais juste vous dire par exemple, vous dites on a été infiltré par les Black Blocs. Enfin, peu importe par qui on a été infiltré, par exemple, moi le 16 mars, les mesures de sécurité, c'était open bar sur les Champs-Élysées. Hein. C'était open bar. Le gouvernement, s'il voulait, par exemple, le 16 mars, ne se serait pas produit. Par rapport aux Black Blocs, je vais revenir là-dessus, infiltré, alors ce qui est dit dans les médias ou quoi, peu importe, mais cette infiltration, elle arrange bien aussi. Elle arrange bien cette infiltration. Je ne suis pas du tout d'accord avec vous. Les heures qui sont commises, elle arrange ça tellement arrange pas. bien. Regardez par exemple, moi qui vais en manifestation depuis très longtemps, qui passe énormément d'heures dans les manifestations, comme d'autres, vous allez avoir, vous savez, s'il y a une chose, moi, que ce mouvement m'a donné quelque chose de sûr. C'est que je savais qu'avant, les médias, quelque part, on ne parlait pas de tout parce qu'il n'y a pas le temps de parler de tout, de ce qui se passe dans le monde ou dans la société. Je pensais bien qu'il y avait quand même un certain contrôle, quelque chose, quoi. Mais j'en étais pas sûr. Et aujourd'hui, quand je vois le traitement médiatique qui est fait par rapport aux événements et ce qui se produit, ce qui se fait sur le terrain, sur ce qui se passe, c'est le jour et la nuit. Et ça, aujourd'hui, malheureusement, c'est quelque chose qui met à mal à la fois les rapports que même nous, on peut avoir, éventuellement, pour se mettre autour d'une table et se construire. Si là, aujourd'hui, on y arrive très bien, parce qu'on est, on va dire, en freelance, on n'est pas sur un plateau télé, comme ça peut, il n'y a pas de montage, vraiment de coupure. Quand vous voyez des incidents, moi j'ai vu des... Après, je ne vais pas rentrer dans le jugement de ces incidents, de dire je suis pour ou contre, non, on n'est pas là-dedans. Mais quand vous voyez un incident qui dure, je parlais par exemple de Christophe, le boxeur, ou par exemple des motards qui avaient été poursuivis parce qu'ils avaient lancé des grenades de désencerclement hein, au milieu d'une foule qui marchait. J'étais juste à côté, moi, à ce moment-là. Vous voyez, c'est arrivé en fin de manifestation. À ce moment-là, toute la manifestation d'avant s'est bien passée et pendant 3 jours, on a parlé, regardez, les gilets jaunes, cette horde de sauvages qui poursuivent les policiers, tout ça. Et ça, quand vous êtes dans la position qui est la nôtre, vous voyez, déjà on essaye de demander des choses qui nous sont, qui sont justes. On demande, parce qu'on n'en peut plus. On n'en peut plus. Les gens sont fatigués, mais pas fatigués aujourd'hui par rapport au mouvement, mais sont épuisés aujourd'hui. C'est difficile c'est difficile, vous savez, de marcher tous les samedis. Oui. Et vous savez, aujourd'hui, les gens, quand vous dites les gens, ils ont perdu par rapport aux violences. Et c'est pour ça que je vous dis que les violences servent, c'est parce qu'aujourd'hui, les gens, ils ont peur. Ils n'ont pas peur des violences. Ils n'ont pas peur des violences, ils ont peur de la police. Ils ont peur de la police, c'est ça qui est terrible. Bon, mais très rapidement, moi ce que je voudrais dire, c'est que, bien évidemment, je regrette, de manière générale, tous les blessés, parce que des morts, vous avez parlé de morts, on va peut-être pas rentrer dans les détails, mais à ma connaissance, il n'y a pas de mort pendant les Gilets jaunes du fait de la police. Il y a eu peut-être une personne au début qui est décédée, il y a eu beaucoup de blessés. Bon, mais je crois que, Dieu merci, on n'a pas eu de décédés du fait du mouvement. Bon. Enfin, on peut regarder, moi je peux regarder tout de suite. L'enquête est en cours, mais ouais, Zined Rabouane, quoi. Elle a été, a priori, elle a été visée. Au début c'était l'acte 3, je crois. Marseille. À Marseille. C'est la dame qui a été décédée suite à des tirs de CRS sur sa fenêtre, quoi.
C'est les CRS qui ont tiré sur elle et qui ont amené à son hospitalisation. Et des suites de ça, elle a décédé de l'opération qui a suivi. C'est même pas tant les décès, vous savez très bien, on parle, juste pour aller là-dessus, vous qui êtes un spécialiste de ça, les gaz. Oui. Les gaz qui sont employés aujourd'hui contre nous. Mais quand vous savez, la plupart des gens, quand on rentre chez nous, on a été en manif, on rentre chez nous, déjà on ne saute pas devant en disant on a été manifesté, vous savez, on est triste. Et on est triste et on est perturbé. Moi je connais des gens qui ont même eu des chocs post-traumatiques. Ça c'est pas comptabilisé. On a reçu des gaz qu'on a respirés. Aujourd'hui on a des problèmes pulmonaires. Moi j'ai eu une sinusite il y a quelque temps là, qui m'a couché, mais 2 semaines. Ça m'a arrivé déjà d'avoir des sinusites. Vous voyez, ça a duré 3-4 jours. Pas pendant 15 jours, ça m'a tué. Juste après des manifs. Bon, si je peux juste terminer ma position là-dessus. Bon, je regrette bien évidemment, et je pense qu'il y a eu une petite centaine d'enquêtes ouvertes par les services d'inspection. Et moi, ce que je note en tant que justement parlementaire, parce qu'il faut avoir un regard aussi critique là-dessus, c'est 2 choses. C'est que, par exemple, les policiers sont beaucoup plus concernés que les gendarmes. C'est-à-dire qu'il y a 2 raisons pour ça. C'est-à-dire que les gendarmes ont peut-être effectivement une maîtrise du maintien de l'ordre plus forte, et aussi, il faut le reconnaître aussi, les policiers ont été beaucoup plus concernés, puisque les manifestations se sont faites sur leur périmètre d'action, plutôt sur les grandes villes. Donc c'est normal qu'ils aient plus d'enquêtes. Mais c'est vrai, là où je suis d'accord avec vous, peut-être, c'est que il y a eu peut-être un déficit de formation, notamment de l'usage du LBD, et notamment parce que souvent, on constate, des tirs ont été faits trop haut. Donc ça, moi je faut pouvoir le dire, et en même temps, il faut pouvoir toujours dire que je crois, moi, qu'un policier, qui a un fait déclencheur, en fait. Vous parlez des gaz, vous parlez des LBD, etc., mais il y a des faits déclencheurs. Et les policiers se sont pris sur la tête des choses incroyables. Moi, j'ai été voir aussi. On nous a montré ce que les policiers et les forces de l'ordre se recevaient sur la tête. C'est des choses complètement dingues. Et donc quand vous me dites, oui, il y a eu un œil, effectivement, ou plusieurs yeux, mais de l'autre côté, il y a eu des blessés, et notamment à la police, qui n'a pas perdu d'œil, parce qu'eux étaient casqués, protégés, etc., mais recevaient des ustensiles qui auraient été susceptibles de leur crever les yeux, largement aussi, de manière aussi systématique. Donc, ça, c'est aussi important de le dire. Moi, ce que je pense qui est quand même problématique, c'est quel est le rapport, vous l'avez dit, quel est le rapport à la police? Vous voyez, moi j'ai 2 enfants, 2 jeunes enfants. De manière générale, je vais leur dire, on n'insulte personne. Mais je vais leur aussi dire, on n'insulte surtout pas les forces de l'ordre. Et quand vous me dites l'exemple, je suis étonné quand vous me parlez des exemples des 2 motards. En fait, ils lancent une grenade de désencerclement, donc sous-entendu, vous entendez, ils ne devraient pas utiliser, ce sont des règles opérationnelles qu'ils ne devraient pas utiliser, c'est-à-dire que ce sont des matériels qu'ils ne devraient pas utiliser, puis après ils essaient de partir, mais j'ai envie de vous dire, ok, vous êtes manifestant, vous êtes à même de juger que ce sont des matériels qui ne devraient pas être permis, et qu'en gros, ils outrepassent leur droit en utilisant ce matériel, et après, qu'est-ce qui s'était passé si ils les avaient interceptés, ces 2? Ils les mettaient à terre, et après quoi? Je ne comprends pas votre raisonnement. Moi, quand je dis à mes fils, on n'insulte pas la police, c'est un principe. Le policier peut avoir tort. Non, tu n'insultes. Pourquoi? Parce que le policier, et c'est ça que les Gilets jaunes, je pense, le policier n'est pas égal dans cette situation aux citoyens. Il a des pouvoirs exceptionnels. C'est comme un juge. Un magistrat vous condamne. Vous êtes contre cette condamnation, vous trouvez qu'il a mal jugé. Vous n'allez pas lui foutre un pain parce qu'il a mal jugé. Il est dans son rôle. Et ce policier, le policier qui utilise sa grenade de désencerclement, ce n'est pas aux Gilets jaunes de considérer qu'il a bien ou mal fait l'usage de son arme. Non, il peut contester, mais vous sous-entendez que si on avait mis la main sur ces 2 motards, ben, ils étaient lynchés. Et c'était légitime, ils avaient mal utilisé leurs armes. Non, c'est pas possible, on ne peut pas dire ça. Je vous rappelle, comme je vous ai dit tout à l'heure, moi, toute forme de violence, je suis contre. Mais le cortège, ce jour-là, montait les Champs-Élysées. Il y a donc des rues adjacentes. Et je vous dis, moi, j'étais juste à côté
Une manifestation interdite, n'oubliez pas de le rappeler aussi. Mais manifestations ça, c'est très interdites, important de le dire. Il y a toujours un fait déclencheur. Interdite, moi j'en ai fait beaucoup. Et il y en a eu des pacifiques qui se sont très bien passés. Et notamment des manifestations de femmes. Et ça, justement, vous parliez des femmes. C'est bien de le rappeler que moi, j'ai vu plein de manifestations que de femmes. Et vous parliez de NAS, etc. Et bien, c'est étonnant, hein. Elles n'ont pas eu de gaz. Elles n'ont pas été nassées. Elles n'ont rien lancé sur les forces de l'ordre. Et ça s'est bien passé. Et on en a aussi parlé. Donc, vous voyez ce que je veux dire par là? C'est que les pouvoirs publics ont été aussi capables de se comporter complètement normalement, quand, de l'autre côté, il n'y avait pas de débordement. Voilà. Mais les débordements, les provocations, parce qu'il ne faut pas croire non plus que quand vous dites, moi je n'admettrai pas de dire, ces gendarmes en moto, ils n'ont pas lancé la grenade pour s'enfuir. Ils sont arrivés à moto, ils ont lancé la grenade, et après ils ont voulu s'enfuir. C'est en fait le cortège. Alors certes, la manifestation est interdite, mais le fait d'être interdit comme ça, ça ne donne pas non plus le droit à la chasse aux pigeons. Moi, je peux vous assurer que dans une manifestation interdite, qui n'a pas été déclarée, on en a fait, on est là, on chante, on se comporte comme dans une manif déclarée. Le seul problème, c'est qu'on a la peur au ventre et qu'on regarde partout. Et vous regardez partout, en l'air, vous fuyez. Mais ça devrait quand même pas, être possible parce que. Et ça, vous ne croyez pas que vous le partagez avec les forces de l'ordre? Vous savez. Vous ne croyez pas que quand ils arrivent sur les manifestations de Gilets jaunes, sur les champs, au plus dur de l'action, ils ne sont pas obligés, ils n'ont pas la peur au ventre, ils sont pas, même s'ils sont très bien équipés, ils sont pas obligés de regarder partout ce qui va leur tomber sur la tête. Évidemment, ça c'est partagé. Moi j'étais devant. Moi j'étais avec eux juste devant. Et j'ai reçu au-dessus de la tête ce qu'eux prenaient. Et là-dessus, vous voyez, moi j'ai vu les choses se faire, et il est quand même étonnant de voir que c'est souvent après, à contre-coup, moi j'ai vu les personnes interpellées, c'était pas les plus agressifs, c'était pas, voilà. Les forces de l'ordre ont reçu, elles, des projectiles aussi. Il y a eu des gestes aussi de gilets jaunes qui ont protégé des forces de l'ordre. C'est quand même des choses qu'il faut mettre aussi en avant. Moi, de toute façon, on ne pourra jamais être d'accord avec quelques victimes, quelles qu'elles soient. Et ces victimes, justement, elles ne devraient même pas avoir lieu d'être. Les manifestations devraient bien se passer, et tout le monde devrait pouvoir trouver un terrain d'entente dans ce qu'il revendique. Aujourd'hui, on en est à un point où chacun se regarde en se disant qu'est-ce qui va se passer. La peur règne, l'incompréhension, et au final, un dégoût. Et justement, c'est pour ça que moi je suis vraiment très content aujourd'hui. C'est pour ça que je suis très content et je vous remercie d'être venu, honnêtement. Je suis très content d'avoir parlé avec vous, parce que je ne vous connaissais pas, et je me suis un petit peu vite renseigné par rapport au sujet que vous avez l'habitude de traiter, et normalement aux violences. Et je rentrais réunis nous les Gilets jaunes, on a raison, on est des pauvres victimes, on revendique des choses avec la colère, mais on a quand même des moyens. Nous, ce week-end, vous savez, samedi, j'étais à Paris, des gens avaient juste le pistolet à eau. Vous voyez. Il faisait chaud. Alors, juste pour moi, pour conclure, pas seulement sur les violences, mais sur les Gilets jaunes et sur le mouvement qu'on connaît. Moi, je pense que je suis très heureux aussi d'avoir pu discuter avec vous. Je pense que c'est comme ça qu'il faut qu'on s'en sorte, qu'on aille de l'avant. Je pense que de notre part, ça serait une grosse erreur de considérer que la parenthèse Gilets jaunes s'est refermée. Je pense que ça serait une erreur. Et moi, je pense... C'est justement ce qui est mis dans les médias actuellement. Oui, mais il faut que nous, élus, si vous voulez, ça nous est marqué au fer rouge du début jusqu'à la fin de notre mandat.
qu'on explique encore. Il y a des choses, on ne sera pas d'accord. On a besoin d'expliquer. On a besoin d'expliquer pourquoi on le fait, mais surtout considérer que c'est pas parce qu'on a mis même 17 milliards qu'il y a eu des réponses du président de la République que les choses se sont refermées. On sait très bien que le malaise, il est là. Les élections européennes, d'une certaine manière, l'ont noté, et qu'on n'est pas à l'abri que, voilà, sous d'autres formes, ça se reproduise. Donc voilà, moi, le message que j'ai envie de vous dire, c'est ne croyez pas que, ça y est, on a mis ça sous le tapis, qu'on a considéré qu'on a répondu à tout. Pas du tout. On a aussi un programme sur lequel on s'est engagé à mettre en œuvre, à dérouler, et en prenant en compte voilà, ce besoin de plus de justice encore, plus d'égalité que la France réclame. D'accord. Moi j'aimerais soulever après, si vous ne voulez pas réagir dessus, vous ne réagirez pas, mais un élément d'inquiétude justement sur ces violences policières que ça m'amène. J'ai l'impression qu'au jour d'aujourd'hui, on pourrait avoir une Marine Le Pen qui s'installe dans un fauteuil de journaliste, toute sourire, et qui dise « Au niveau répression, qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse de pire ?» Qu'est-ce que vous entendez par « qu'est-ce que vous voudriez qu'on fasse de pire » que ce qui se passe à l'heure actuelle. C'est-à-dire que moi, j'ai l'impression que à l'heure actuelle, le Rassemblement national serait au pouvoir, il y aurait des mouvements gilets jaunes, il les réprimerait de la même manière. Je pense que vous les avez pas toujours suivis, les élus du Rassemblement national, qui ont considéré, je peux vous assurer, qu'ils auraient voulu avoir la tête du préfet de Paris plus tôt, que bien évidemment, et la droite républicaine aussi, que je peux vous dire que les deux ministres successifs qui ont connu le mouvement dans l'hémicycle s'en prenaient toutes les semaines, parce que en fait, étaient considérés comme trop laxistes. Il faut comprendre aussi qu'il y a toute une partie des Français qui n'a pas compris, et je ne vous parle pas des étrangers. Ça serait intéressant d'en parler un petit peu un jour, qui n'ont pas compris ce qui se passait sur les champs, par exemple. Ils ne comprenaient pas pourquoi on laissait faire, on était accusé de laisser faire. Et le problème, c'est que le maintien de l'ordre n'étant pas du tout une science exacte, empêcher ce qui s'est passé des fois sur les champs, aurait peut-être des fois nécessité plus encore de répression. Et donc ça, on comprend bien que plus de répression, c'est aussi quand même difficile. Donc voilà, je peux vous dire que moi j'ai des Américains, pour eux, c'est complètement inconcevable. C'est inconcevable de voir ce qui s'est passé sur les champs, et c'est inconcevable de porter la main sur un policier. Aux États-Unis, vous imaginez pas, d'un point de vue pénal, c'est rien à voir par rapport à la France. Je suis désolée, messieurs, je vais vous laisser dire au revoir. Écoutez, merci beaucoup pour cet échange, vraiment riche. Et puis, on peut se revoir l'année prochaine ou à une autre occasion. On n'est pas très loin. La frontière entre vous, c'est dans l'Eure-et-Loire ou dans entre l'Eure et l'Eure-et-Loire? Je suis à Chartres, en fait. À Chartres, donc voilà. J'ai déjà débattu avec Guillaume, peut-être, Casbarian. Voilà, Guillaume Casbarian, oui, tout à fait, un collègue. Guillaume Casbarian, donc si vous le voyez. Sans problème. Donc voilà. Et merci Olivier d'avoir organisé ça. Merci à vous. Merci Olivier. Merci de votre participation. À bientôt. Merci beaucoup. Merci.